Une proposition de suppression du crédit d'impôt d'une partie des usagers et clients de la téléassistance montre peut-être à tel point que les secteurs de la silver economy, ou plutôt certains secteurs de la silver economy, sont fragiles et soumis à des décisions externes du secteur. Cette possible suppression du crédit d'impôt montre également l'instabilité législative ou réglementaire qui peut peut-être handicaper le bon fonctionnement, le bon développement de la silver economy. Mais est-ce que cette suppression du crédit d'impôt, cette probable suppression du crédit d'impôt, est-ce vraiment une surprise dans un pays déjà très endetté où chaque profession demande ses propres investissements en justice, en santé, en police, en éducation? Si je voulais provoquer également, je poserais la question, est-ce que cette suppression du crédit d'impôt va vraiment être impactante vraiment pour la téléassistance? C'est le premier sujet de ce grand débrief. Nous allons également essayer d'imaginer les conséquences si ce type de mesure de suppression de crédit d'impôt ou d'autres avantages pouvait se renouveler dans d'autres secteurs de la silver economy. Le deuxième sujet de ce grand débrief va encore être le sujet de la loi du grand âge, ou plutôt la non-loi du grand âge, qui ne verra bien sûr pas le jour avant la fin du quinquennat. Nous allons imaginer ou échanger sur les possibles impacts de cette absence de loi sur les univers des seniors et la silver economy. Je vous rappelle que le Grand Débrief est une émission de débat autour de l'actualité du monde des seniors et la silver economy, avec chaque fois 3 ou 4 débattrices ou débatteurs. Si vous voulez débattre dans cette émission, bien sûr, vous pouvez me contacter. Alors, ce soir, pour échanger autour de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord un esprit fin et je dirais ciselé, en la personne de Véronique Chirier, qui est la directrice du TASDA à Grenoble, basée à Grenoble. Bonjour Véronique. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ensuite, une entrepreneuse dynamique, vous verrez pourquoi je dis dynamique, Nadia Elouargui Vega, qui a lancé Silver at Home, qui est entre autres un portail d'annonces immobilières dédié aux seniors. Elle nous expliquera un peu plus. Bonjour Nadia, bonjour Nice. Bonjour à tous. Et enfin, on a un président, le président de l'AFRATA et directeur général du téléassisteur Filien. Bonjour Hervé Meunier. Bonjour Frédéric, bonjour à tous et à toutes. Alors, commençons directement, peut-être par Hervé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette histoire de proposition de suppression du crédit d'impôt concernant la téléassistance? Alors, c'est un vrai sujet et je te remercie de poser la question, Frédéric, parce que c'est un vrai sujet dans le domaine de la téléassistance, mais en fait qui va toucher toute la silver economy, à mon avis. En fait, la question vient du PLF, le projet de loi de finances pour 2022, qui prévoit dans son article 3 d'assortir un certain nombre de services à la personne à une condition d'offre globale. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde l'article 3, il y a une liste de tout un tas de services qui d'ailleurs sont identifiés par leur numéro dans la liste qui recense les services à la personne dans le Code du travail. Et alors, dans cette liste, il y a un numéro 16 qui est la téléassistance. Et en fait, le PLF dit, voilà, à partir du 1er janvier, pour qu'un bénéficiaire puisse bénéficier du crédit d'impôt sur la téléassistance, il faudra que sa téléassistance soit dans une offre globale de services. Alors, c'est un impact majeur dans notre métier. Je vais citer 2 chiffres qui sont vraiment significatifs de l'ampleur du phénomène que ça va créer. En téléassistance, ce sont les chiffres de l'AFRATA. On estime qu'en France, il y a 650 000 personnes qui utilisent un service de téléassistance. Alors, ce n'est pas grand-chose quand on compare aux autres pays. C'est quand même un chiffre qui est remarquable parce qu'elle traduit aussi un besoin de sécurité des personnes. L'effet du crédit d'impôt va toucher 350 000 personnes. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2022, 350 000 personnes vont voir du jour au lendemain leur téléassistance doubler de prix. Et c'est un vrai paradoxe dans un projet de loi de finances qui est exprimé comme prenant en compte l'autonomie des personnes et notamment l'autonomie des personnes dans le cadre d'une politique de maintien au domicile.
Hervé, ça veut dire que les 350 000 concernés, ce sont des personnes qui n'ont pas d'autres services, mais seulement la téléassistance, c'est ça? Exactement. C'est une excellente déduction, Véronique, parce que c'est 350 000 personnes qui utilisent la téléassistance comme seul service, parce sont des personnes qui ont compris que la première étape du maintien à domicile, alors même qu'on n'était pas forcément très dépendant, mais on sent qu'on est dans une trajectoire de perte progressive de l'autonomie et on se dit qu'on va se sécuriser au cas où. Alors, il y a du pour et du contre, c'est intéressant. Vas-y, pardon, finis. Non, mais il y a du pour et du contre. Non, mais ça veut dire que, contrairement aux idées reçues, il y a quand même un nombre important de personnes qui, dès aujourd'hui, ont compris la valeur de la prévention. Alors, ce qui est dommage. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, ils prennent un premier service en se disant « je vais me sécuriser à domicile, comme ça va me permettre de… » etc. etc. Eh bien, ils vont avoir un coup près qui va leur dire « ok, vous voulez être autonome à domicile, désormais, ça coûte 2 fois plus cher. » Alors, avant de rentrer dans la discussion, moi aussi, je vois des avantages et des inconvénients à ce système. Peut-être expliquer ce que c'est qu'une offre globale. C'est une personne âgée qui a téléassistance dans une offre globale. Est-ce que tu peux donner un exemple? Bien. Une offre globale, c'est par exemple une personne qui va avoir, par exemple, qui va être évaluée à un GIR 5 ou un GIR 4 et pour laquelle on va constituer un plan d'aide. Un plan d'aide dans lequel il va y avoir plusieurs services à la personne qui vont lui permettre d'assurer son quotidien à son domicile. Et il faudra qu'il existe, je prends cet exemple qui sera probablement le plus courant, il faudra donc qu'il existe ce plan d'aide dans lequel on pourra ajouter la téléassistance. Et dans ce cas-là, la téléassistance bénéficiera du crédit d'impôt. Mais à contrario, ça veut dire que des personnes qui ont un GIR qui montre qu'ils ont plus d'autonomie, qui n'ont pas besoin de plan d'aide, ces gens-là, on leur dira attendez d'être dépendants. Attendez que votre GIR se dégrade pour pouvoir avoir la téléassistance dans les mêmes conditions que les autres. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque, c'est qu'on a un projet de loi de finances qui volontairement va créer des inégalités, et des inégalités sociales et financières pour les utilisateurs de la téléassistance. Mais au-delà de ça, Hervé, moi, ce qui me paraît paradoxal, c'est qu'on vise, soi-disant, la prévention. Et là, visiblement, les citoyens et les seniors sont beaucoup plus proactifs en matière de prévention. C'est essentiel. Et priver ces gens, effectivement, de la première étape de la prévention pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien chez soi, me paraît totalement inefficace et peu pertinent. Ouais, dans les contres, je reconnais que je partage et je vous rejoins sur le fait que l'enjeu de prévention, il est majeur. Et là, du coup, on loupe la cible. Et c'est un côté très paradoxal. Et l'autre côté très paradoxal, c'est qu'on voit bien que dans les autres pays, les téléassistances qui sont très répandues, où il y a des volumes beaucoup plus importants que chez nous, ce sont ceux sur lesquels il y a un soutien financier public bien plus important que chez nous. Donc, du coup, on va quand même dans le sens de réduire drastiquement, effectivement, le nombre d'abonnés. Et ça, quelque chose, ça ne va pas. Là-dessus, ça ne va pas. En revanche, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que quand on commence à avoir des signaux de fragilité, où on prend conscience de sa propre fragilité, qui sont quand même des étapes importantes, c'est intéressant qu'on puisse avoir un accompagnement qui me fait valoir quels sont finalement les axes de prévention sur lesquels je peux aller. Et il n'y a pas que la téléassistance. En d'autres termes, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que la téléassistance est assez cloisonnée par rapport au reste, et ça ne va pas. Et donc, le fait d'aller dans une offre globale, alors pas forcément un plan d'aide, comme on a dit, plan CARSAT ou plan du département, mais en tout cas, avoir… moi, j'aime bien, certains disent qu'on passe de la téléalarme à la téléassistance. Alors, on joue un peu sur les mots, mais pas complètement. Et que finalement, la téléassistance de demain est plus en prévention avec une notion d'accompagnement, on va dire, renforcée, avec beaucoup de, quelque part, d'appels sortants, de conseils, d'écoute sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Et si on va vers ce genre d'offre élargie, ça a un sens. Par contre, une téléalarme strictement pour les gens fragiles, toute seule, c'est un petit peu dommage, quoi, je trouve. Mais Véronique, je pense qu'en fait, le public cible n'est pas forcément le public plus âgé et en grande perte d'autonomie. C'est un public peut-être plus jeune qui n'a pas forcément besoin d'un plan d'aide au sens institutionnel des dispositifs publics que l'on entend,
mais qui a simplement besoin, à un moment donné, de se sentir en sécurité s'il a un problème. Et on sait tous, hein, une chute à domicile, parce qu'il n'y a pas que les seniors qui chutent, hein, une chute à domicile peut être aussi peut-être dramatique, même plus jeune et même en dehors, si tu veux, d'un plan d'accompagnement au sens GIR ou APA. Mais effectivement… Mais je suis d'accord là-dessus, je ne parle pas du plan d'aide, justement, je ne suis pas là-dessus. Hein. Je suis sur les notions qu'on commence un peu à voir émerger, mais à peine. Des fois, on parle de care manager pour les aidants, de care manager pour les personnes qui n'ont pas de plan d'aide, justement. Alors, j'utilise des mots qui ne sont pas encore très bien définis, hein. Care manager, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, des professionnels qui sont là justement pour sensibiliser, y compris sur l'aménagement du logement, y compris sur la nutrition, y compris sur le fait de pouvoir sortir de chez soi. Quelque chose qui est plus large que simplement le risque de chute à la maison. Et donc, dès qu'il y a des sentiments de fragilité, ça vaut le coup, et ça peut être la téléassistance qui le fait, moi, ça ne me choque pas, hein, ça vaut le coup d'aller vers un accompagnement motivationnel, hein, on est bien d'accord, pas moralisateur, motivationnel, pour se poser les bonnes questions sur la suite. Et en fait, je critique le cloisonnement, on va dire la réduction de la téléalarme uniquement au bouton d'appel. Voilà, ça, je le critique quelque part. Ouais. Mais nous, par exemple, Véronique, avec Silveratome, c'est bien cet accompagnement, mais qui n'est pas un accompagnement au sens plan d'aide des personnes en grande fragilité. C'est-à-dire que c'est un accompagnement préventif de sensibilisation et qui peut effectivement passer par une des premières étapes qui serait effectivement de faire une évaluation de l'appartement en sens de l'aménagement du logement et surtout c'est notre credo chez nous à Silveratome, de l'accessibilité de l'immeuble, mais qui peut passer par une première étape d'assistance, de téléassistance. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas le lier forcément à quelque chose de plus encadré, comme on a toujours tendance un peu à le faire en France. Un service d'assistance léger, mais pas forcément un plan d'aide. Mais exactement, mais je pense que en fait là dans ce qu'on dit, on met en évidence qu'on est un petit peu à une charnière en ce moment dans la trajectoire de la téléassistance, parce que la téléassistance c'est un service qui existe depuis maintenant plusieurs années. Et donc, beaucoup de gens ont été protégés. Et pour qu'une téléassistance fonctionne, et c'est notamment ce qui fait la différence entre une téléassistance et une téléalarme, il faut que la personne protégée avec sa téléassistance, dans son environnement, elle ait des aidants. Et comme la téléassistance existe depuis un certain nombre d'années, eh bien, les aidants d'hier sont les utilisateurs de la téléassistance d'aujourd'hui. Et parce que ces aidants ont vu leurs parents impactés par la sécurité ou par l'absence de sécurité ou par un recours à une téléassistance de façon trop tardive, c'est pour ça qu'en ce moment, on est dans ce virage où les gens se disent la téléassistance peut être utilisée à des fins de prévention. Et donc, dans cette trajectoire, la conviction que l'on a chez Filien, c'est que la téléassistance va de plus en plus agréger d'autres services. Ça va être en quelque sorte une porte vers un ensemble de services. Et en particulier à l'ADMR, on réfléchit de cette façon-là, c'est se dire, en fait, il y a un équipement qui est toujours installé au domicile de la personne, qui est utilisé pour lancer des alarmes, mais il peut servir en fait à plein d'autres choses. Il peut servir à demander d'autres services. Donc là, c'est la personne qui va utiliser cette téléassistance pour demander d'autres services, ou bien ça peut être le téléassisteur qui va prendre contact avec la personne par la téléassistance, par exemple, de façon à savoir, tiens, comment ça se passe. On est pendant l'été, déjà on le fait, pendant l'été, on appelle les personnes pendant les périodes de canicule pour leur rappeler, par exemple, est-ce que vous buvez. Chez Filien, les personnes qui sont en situation d'isolement, on va les repérer pour pouvoir leur apporter un soutien psychologique immédiat, mais aussi un relais avec une présence locale en s'appuyant sur les associations ADMR. Et on fait en fait, petit à petit, la téléassistance évolue de plus en plus sur la prise en compte de la situation globale de la personne et de ces événements de vie au domicile. Pas uniquement, tiens, j'ai un problème, j'ai fait une chute, je déclenche mon alarme. Donc, la téléassistance devient de plus en plus un service qui est utilisé dans les deux sens. La personne appelle son prestataire de téléassistance ou le prestataire de téléassistance prend contact avec la personne. Ma vision, c'est que la téléassistance, c'est là qu'elle va évoluer.
Très bien, moi je rejoins totalement ça, c'est-à-dire que l'équipement existe, mais les usages évoluent en fonction des besoins. Et ça, c'est excellent. Moi là-dessus, je trouve ça vraiment formidable. Ouais. Du coup, ça va complètement à l'encontre de la décision, puisqu'on dit plus il y aura de prévention, plus l'équipement est installé, et après, c'est son usage qui évolue, et ça a complètement du sens. De ce point de vue-là, tout à fait d'accord. Exactement. Et même au-delà de ça, et on en reparlera tout à l'heure sur la loi grand âge, Frédéric, c'est qu'il y a aussi, on considère aujourd'hui ces dispositifs que comme des dépenses ou des coûts, et on ne regarde pas l'économie que cela peut procurer par ailleurs. L'économie en service d'urgence, en service hospitalier, en fait. Exactement. Etc. Il faut voir les deux dimensions. Et là, à nouveau, on n'est pas dans la prévention, on est juste dans l'analyse à un moment donné d'un coût. Mais regardons ce que ça a permis d'économiser aussi. Oui, mais la difficulté… C'est là où, à mon avis, le PLF rate sa cible. C'est une vue qui est uniquement centrée sur le coût de la téléassistance, sans voir en fait tous les gisements d'économie qui existent. Et à l'AFRATA, on a beaucoup travaillé sur là où étaient les champs d'économie. Je voudrais apporter une autre vision dans l'affaire. Il me semble que Véronique avait cette idée, il me semble, Véronique peut me le dire. Le fait de supprimer le crédit d'impôt pour ceux qui veulent juste la téléassistance seule, l'idée, c'est peut-être pour effet de dire, voilà, écoutez, si vous voulez la téléassistance seule, vous n'aurez pas le crédit d'impôt. Par contre, si vous voulez la téléassistance, si vous voulez le crédit d'impôt, il faut d'autres services. Il faut que vous ayez une sorte d'audit, un care manager qui arrive, qui fasse un bilan. Il y a peut-être l'objectif là derrière. Oui, mais Frédéric, il faudrait qu'il y ait de loi grand âge à ce moment-là. Il faudrait qu'il y ait une grand âge qui uniquement sur encadre tout ça. On ne peut pas à la fois limiter, on peut pas à la fois limiter. Ce qui est vrai pour la téléassistance est vrai pour d'autres services d'accompagnement, en dehors des dispositifs très classiques et parfois un peu dépassés qui sont aujourd'hui pris en charge. Et à ce moment-là, il aurait fallu effectivement avoir une loi grand âge très ambitieuse pour aller dans ton sens, Frédéric. Oui, mais même à ce niveau-là, ils se sont peut-être dit, voilà, la téléassistance seule, il y en a un qui a dû leur expliquer, il y en a un qui a dû leur dire, écoutez, s'il y a juste la téléassistance sans prise en compte plus globale ou au moins un audit, un bilan de la personne âgée, la téléassistance seule ne suffit pas. Et certains doivent tenir ce discours, j'imagine. Et peut-être que ça veut dire oui, tout à fait, c'est très bien ce que tu dis. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans les plans d'aide, et Nadia a raison, il ne faut pas… d'un bilan. Oui. On ne veut pas aller vers les plans d'aide de la CARSAT ou du département. Par contre, et là, il faut voir avec Hervé, il y a peut-être deux téléassistances, entre guillemets, qui émergent. La téléalarme stricte, au sens strict du terme, et là, on dit, OK, c'est une offre qui existe, on est sur un marché ouvert, pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, quand on veut aller vers un dispositif qui est pris en charge par l'État, à ce moment-là, on est dans un dispositif type téléassistance. Il faut peut-être trouver des mots meilleurs que cela, d'ailleurs, dans lequel il y a à la fois cette notion de sécurisation, mais il y a aussi une notion d'accompagnement. Du coup, ce n'est pas les mêmes prix, ça, moi, j'entends bien, évidemment, forcément. Mais par contre, le crédit d'impôt, il est sur le deuxième, pas sur le premier. C'était la question. Alors après, moi, je ne sais pas quelle est la répartition, Hervé, entre les téléassistances qui sont utilisées en ville et en ruralité, par exemple, où il pourrait y avoir un peu plus de sens, peut-être, avoir de la téléassistance éventuellement seule. Je ne sais pas si c'est une des problématiques ou un des enjeux. L'isolement est plus fort en ville qu'en ruralité, on est bien d'accord. Alors là, Véronique a parfaitement raison, ça paraît quand même très paradoxal. C'est en milieu rural, il y a un isolement géographique, parce que le moindre voisin est à quelques kilomètres. Alors, isolement géographique, isolement social, mais on le comprend. Et par contre, en milieu urbain, les voisins, il y en a partout, très près, mais on ne les connaît pas et on ne communique pas avec eux. Et on le voit quand on équipe une personne d'une téléassistance, immédiatement, on recherche quels sont les aidants qui vont pouvoir l'environner de façon à ce que le service soit rendu. Et on a souvent plus de difficultés en milieu urbain. Et pourtant, les aidants sont complètement indispensables. Et c'est, je crois, une différence fondamentale entre la téléassistance et la téléalarme. Parce qu'il faut dire les choses. Il y a certaines sociétés actuellement en France qui disent regardez ma téléassistance, mais qui ne proposent ni plus ni moins qu'un équipement
à domicile qui va numéroter automatiquement un numéro. Et alors, ce numéro, soit il va chez un aidant, mais il faut espérer que cet aidant soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire que l'aidant, il ne va pas faire ses courses, il ne va pas au cinéma, il ne part pas en week-end et accessoirement, il ne dort pas. Super la vie des dents, là. Comment ? Je disais superbe la vie des dents, là. Alors que la téléassistance, c'est une autre solution. Par définition, c'est un service dans lequel il y a des aidants. Et c'est de cette façon-là que c'est un service qui rend aussi service à la collectivité. Parce que à partir du moment où il y a des aidants, le téléassisteur va pouvoir qualifier l'alarme. Et on va pouvoir distinguer ce qu'est l'alarme qui représente une gravité, peut-être même une urgence vitale, des alarmes qui nécessitent des interventions plus simples, un aidant de proximité qui va venir pour apporter une main pour aider à se relever, un aidant qui va venir pour rester pendant quelques minutes ou peut-être 1 heure ou 2 pour tenir compagnie. Parce que les sollicitations des téléassisteurs, c'est tout ça. Mais les urgences vitales, ça ne représente que 2% de l'ensemble des appels qu'on reçoit. Tous les téléassisteurs de la Frata, on reçoit 7 millions d'appels par an. Il n'y en a que 2% qui sont des urgences vitales. Et ça veut dire que ça, c'est un service que les téléassisteurs rendent à la collectivité et notamment aux services de secours d'urgence, parce que ça sert du coup à désengorger les services de secours d'urgence. Autrement, ça veut dire que les personnes, dès qu'il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qu'elles feraient autrement si elles n'avaient pas de téléassistance? Elles feraient le 18. Je voudrais qu'on revienne également au crédit d'impôt pour faire un sur téléassistance. La question que je me pose, c'est, donc là, effectivement, tu dis qu'il y a, Hervé, 350 000 personnes qui vont voir leur coût de la téléassistance multiplié par 2. Voilà. Est-ce que vous avez estimé, est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de personnes qui vont quitter la téléassistance? C'est ça la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si on supprime les crédits d'impôt, combien est-ce qu'il y en a qui vont arrêter la téléassistance? À mon avis, pratiquement personne. Alors, bonne question. Oui. Alors, c'est certainement parmi ces 350 000 personnes. À mon avis, elles vont garder la téléassistance. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Quand on parle entre confrères, on sent bien qu'il va y avoir un impact sur l'équipement parce que la téléassistance, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations financières qui ne sont pas comment dire, très, très, très larges. Hein. Il y a beaucoup de gens avec des ressources qui sont modestes. Et quand bien même, d'ailleurs, il y a un certain nombre de clients qui nous disent, on en voit quasiment tous les jours chez Filien, il y a des clients qui nous disent, ouais, mais même avec le crédit d'impôt, voilà, quand je fais le calcul, je suis à 2, 3 euros près, je vais avoir du mal à la payer. Donc, si c'est multiplié par 2, il y a des gens, financièrement, ils vont pas s'en sortir. Et là encore, c'est un paradoxe, parce que la téléassistance, le prix moyen de la téléassistance en France, on est aux alentours de 25 euros, à peu près. Donc 12,50 une fois qu'il y a le crédit d'impôt. 25 euros par mois, c'est toujours beaucoup moins cher que ce que coûterait un séjour en EHPAD. C'est moins cher. On ne compare pas des choses comparables, Hervé. Il faut remettre des périmètres comparables. Je suis d'accord, mais comment dire, ça fait partie des arguments qu'on entend chez. Oui, mais moi, je ne sais pas qui a proposé la baisse du crédit d'impôt. Concrètement, c'est qui l'a proposé? Sans dire son nom, mais c'est qui? Un parti politique, tu veux dire, c'est ça? Voilà. Qui a proposé la suppression du crédit d'impôt, concrètement? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça a l'air d'être très comptable et fiscal. Non, mais c'est qui? Ce serait une proposition du gouvernement? C'est un gouvernement, c'est un député, c'est un médecin? C'est le PLF, c'est un projet de loi de finances et comment dire, dans la République française, les projets de loi, c'est le gouvernement. D'accord, ok. Alors, parce qu'en fait, moi, la question, c'est, je me pose la question, purement bête et méchant, je me pose la question, combien est-ce qu'il y en a qui vont abandonner la téléassistance? Mais après, je pense qu'il faut aussi se poser la question, parce qu'en fait, moi, ce que je me dis, voilà, en France, il y a moins d'équipements de téléassistance qu'en d'autres pays. Et Véronique l'a dit tout à l'heure, effectivement, dans d'autres pays, c'est plus subventionné, donc il y a plus. Est-ce qu'on n'est pas en France chez ceux qui ont l'obligation de prendre la téléassistance, qui de toute façon, qu'on fasse un crédit d'impôt, pas de crédit d'impôt, devront prendre la téléassistance?
Et là, je ne parle pas d'humain, là, je parle juste rationnel. Hein. Voilà. Par contre, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on aurait une base, il y aurait une base de, pays par pays de 600 000, effectivement, équivalent à la France, qui de toute façon, crédit ou pas d'impôt, prendront un téléassistance. Par contre, la question que je me pose, c'est les nouveaux abonnés. Ce n'est pas forcément ceux qui vont quitter la téléassistance, moi je ne crois pas trop ça, je peux me tromper, mais la question qui va y avoir un impact, c'est les nouveaux. Est-ce que sur 10 personnes, il y a combien qui ne prendraient pas la téléassistance parce qu'il n'y a pas le crédit d'impôt? On sait ça? Moi, je ne sais pas dire. Après, je reviens un petit peu malgré tout, parce que 25 € par mois, mais là, je fais exprès de taquiner Hervé, on peut baisser peut-être un petit peu et revenir à une offre de base, une offre socle. Moi, ça me chagrinerait pas. Je trouverais ça assez cohérent. Moins cher que 25 € par mois, mais vraiment le strict minimum, entre guillemets, c'est-à-dire l'appel de secours, appel d'urgence. Voilà, le médaillon. Ça existe, le Bouté Assister, oui. Oui, tout à fait. Et après, une offre avec, où là, il faut faire évoluer le PLFSS, c'est dans le cas de la future loi autonomie, qu'on puisse rentrer dans la partie offre globale à partir du moment où il y a autre chose que le strict minimum. Et ça vaut vraiment le coup de le pousser, Et là, il y a un lobby où il y a une approche politique à faire pour qu'on développe la qualité et la plus-value. Non pas aller vers de la réduction de coûts, mais aller vers plus de valeur. Ça a vraiment du sens, véritablement. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et du coup, il y aurait une offre socle qui répond à ça, très bien, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont stressés par la sécurité, ils ont le bouton, pas de problème. S'il y a un vrai sujet, c'est pas un souci. Mais par contre, le reste, on essaie de l'enrichir, quoi. L'autre point qui me titille à l'heure actuelle, c'est qu'il y a très peu de fédérations ou d'acteurs de la silver economy qui ont réagi. Il y a la Frata, il y a une des fédérations de service à la personne. Alors, oui, il y a la Frata, il y a la FESP aussi qui a réagi. Il y a d'autres grandes fédérations qui ont réagi. Il y a la DMR, il y a l'UNA qui se sont exprimés sur leur contrariété, pour prendre un mot gentil. Mais est-ce qu'on arriverait à se mettre d'accord, tu vois, au lieu de réagir, c'est bien de réagir, hein, pas de souci, mais est-ce qu'on arriverait à converger ensemble sur des modèles? Parce que finalement, on manque quand même d'être force de proposition sur des modèles convergents. Est-ce qu'on arriverait à se mettre d'accord entre la FESP, l'UNA, la Frata, etc., sur qu'est-ce qu'on a envie de pousser et qu'est-ce qui a du sens, entre guillemets, dans le cadre de la prévention et de l'accompagnement? Si la question du PLF déclenche ce mouvement où on se dit, on se met autour de la table, on réfléchit sur la construction de niveau de service, en fait, comme tu le dis, Véronique. Peut-être faut-il un niveau 1 qui est vraiment l'offre sécurité de base simple, et puis une offre qui soit plus complète et qui prenne en compte ce que sont les besoins de la personne dans la réalité de sa vie. Et ça, à ce moment-là, ça créerait un mouvement intéressant. Mais je trouve dommage qu'il y ait en quelque sorte un ultimatum. En plus, un ultimatum fixé au 31 décembre 2021 pour dire, voilà, créer quelque chose. Mais c'est faisable et c'est cohérent avec ce que je disais tout à l'heure sur ma vision de l'évolution de la téléassistance. C'est sûrement souhaitable, mais c'est dommage que ce soit, alors qu'on a passé 3 ans à réfléchir, à faire des groupes de travail sur la loi grand âge, c'est dommage que ce soit à l'occasion de ce projet de loi, comme ça sur un court instant, que ces questions apparaissent, alors qu'on a passé 3 ans avant à discuter, à essayer de trouver des solutions, des services, des propositions pour faire avancer la loi grand âge. C'est dommage que ça arrive comme ça à un moment coup près, alors qu'on a passé 3 ans et que derrière, il va y avoir une loi d'autonomie qui va arriver. C'est ça qui est certainement incompréhensible. Moi, je vois un autre danger là, dans cette sphère-là. Moi, je trouve, Hervé, qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui réagissent fortement, qui vous soutiennent, vous, fortement, les téléassisteurs, et je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, imagine que le crédit d'impôt soit supprimé, et imagine que dans 2 ans, on s'aperçoive que ça n'a pas fait ni baisser, ni augmenter le nombre de personnes équipées d'une téléassistance. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis au gouvernement, j'ai écouté plus que ça ne change rien sur les seniors, et je relis ça à les seniors n'ont pas demandé l'aide pour adapter leur logement pendant les 2 années écoulées, ils n'ont pas demandé l'aide, très peu demandé l'aide. Ça veut dire que les seniors n'ont pas besoin d'aide, donc je supprime les crédits d'impôt, je les rabote dans les autres secteurs d'activité comme les services à domicile. Ça, au bout d'un moment, il y en a qui vont se poser la question, hein, non?
tout le monde est conscient, Frédéric, que pour ce que je connais bien, l'aide à l'aménagement des logements et particulièrement à la fameuse adaptation de la salle de bain, c'est lié au parcours. C'est lié au parcours du combattant pour obtenir une aide en particulier. Non. Et pendant 2 ans, il y a eu une aide de 5 000 euros qui était facilement obtenable par Action Logement et il y a eu que même pas 30 000 Tu parles de ça? Non, moi je parle pas de ça. 30 000 foyers sur 200 000 qui l'ont demandé et ça a été supprimé à cause de ça. Ils ont tiré la conclusion qu'il n'y a pas besoin. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du parcours en particulier autour de normal, oui, avec l'ANA et compagnie, oui. Tout à fait. Concernant les aides à la salle de bain, moi j'ai entendu des dirigeants d'Action Logement qui géraient à l'époque cette aide, qu'au contraire, ça avait super bien marché. Hein. Oui, ils ont arrêté. Non, mais ils ont arrêté parce que l'enveloppe du milliard était remplie. Hein. Donc, je crois qu'au contraire, ça a super bien marché. Là, c'était très simple et que c'était sans le fameux parcours du combattant du circuit normal pour obtenir une aide. Ensuite, tu me lances sur un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, moi, je considère que l'adaptation de la salle de bain n'est pas la problématique. Oui, pour bien vivre chez soi. On fera un autre sujet. Est-ce que dans ton secteur d'activité, Nadia, il y a des crédits d'impôt en fait? Dans ce que tu fais, est-ce que tu bénéficies pour un service ou un autre des crédits d'impôt? Il n'y a aucun crédit d'impôt et c'est une des propositions que moi j'avais faites sur le rapport qu'a remis le Boussi et sur lequel on a tous travaillé à faire des propositions. C'est qu'effectivement, il puisse y avoir d'abord alors même pas des crédits d'impôt et visiblement c'est en train d'évoluer à l'aune de la prime pour la transition écologique. Il semblerait qu'au bout d'un certain temps une prime adapte soit enfin sur la table, bien tardivement, moi je trouve. Hein. On verra quel est son périmètre, on verra quels sont les acteurs qui peuvent y prétendre. Et là aussi, aujourd'hui, si on reste sur des acteurs qui sont des opérateurs de santé pour faire en sorte que cette prime adapte soit le plus répandue possible, aujourd'hui, on a besoin de faire de la masse et du volume avec des acteurs qui sont des acteurs experts et professionnels, mais qui ne sont pas uniquement des acteurs de la santé. Et donc, c'est en train d'évoluer. Il faut, à mon avis, faire pas du crédit d'impôt pour ce qui concerne les travaux, mais au contraire, des avances pour que les choses soient faites de manière la plus rapide, la plus facile et la plus massive. Là, à nouveau, pour faire de la prévention, n'attendons pas que les gens aient chuté, qu'ils soient en grande perte de fragilité à 90 ans, à 85 ans, pour faire l'adaptation de la salle de bain, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord vérifier qu'il y a de l'accessibilité et ensuite aménager globalement le logement avec un certain nombre de services, dont la téléassistance. Le mettre aussi en perspective parce qu'on adapte le logement à un moment, on continue à vivre, l'humain étant ainsi fait, potentiellement on continue à perdre de l'autonomie et donc ça veut dire qu'un jour il faut un nouveau round d'adaptation. Oui, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper, faire de la prévention. Frédéric, après, tu as raison sur le crédit d'impôt. Fondamentalement, si je prends la casquette politique, elle sert à être incitative. Comment est-ce que j'incite? C'est pour pousser le marché, c'est pour pousser l'offre. Si on dit que dans le cadre du vieillissement, de toute manière, on aura besoin des services à la personne, on aura besoin de la téléassistance, quelque part, moi, politique, avec ma casquette politique, comme tu en as besoin, tu le payes, entre guillemets. C'est ça. Mais ça, le raisonnement doit être tenu. Je ne sais pas si c'est un risque, mais le raisonnement doit être tenu. Du coup, je fais plutôt l'analogie avec le ticket modérateur, c'est-à-dire qu'en fait, tu payes en fonction de tes ressources. Et là, on rentre plutôt dans une logique de solidarité. On passe d'une logique de je pousse un marché, crédit d'impôt, prime, etc., pour pousser un marché sur l'efficacité énergétique, voilà. Et ça, c'est une politique derrière à une solidarité ou dans lequel, grâce au ticket modérateur, je paye tout ou partie de la prestation et d'autres le payent moins parce qu'ils n'ont pas les ressources. Et donc, passer de l'un à l'autre, c'est peut-être pas inintéressant, ça se réfléchit. Mais ça, c'est un autre critère. Oui, mais là, on prend la casquette politique. Hein. Je veux dire, nous tous, on a envie d'avoir des primes ou des crédits d'impôt, bien sûr, mais il faut quand même se mettre aussi à la place du politique. Il a besoin de faire des arbitrages et d'avancer, on est bien d'accord. Donc, si vraiment cette nécessité de la prestation, elle est vraiment partagée et que du coup, naturellement, tout le monde va y aller, je pense qu'il faut plus aller vers de la solidarité, ticket modérateur, et pas vers le crédit d'impôt. C'est autre chose.
Moi, je trouve que c'est intéressant, Véronique, effectivement, éventuellement d'avoir ce critère-là. Ce qui me paraît, moi aussi, mais en tant que citoyenne, pas en tant qu'acteur de la silver economy. Moi, je suis aidante d'une maman, je suis une jeune senior qui va vieillir, comme chacun d'entre nous. Et ce que je trouve, à la fois individuellement, mais surtout collectivement, c'est qu'il faut aussi regarder ces parallèles entre coûts collectivement à la société et économie dans des politiques d'investissement de l'État. Et que si, regardons l'impact que peut-être aura à nouveau les chutes à domicile, le manque de téléassistance, si les gens ne prennent pas des nouveaux contrats ou si les gens arrêtent les 350 000, quels seront les coûts collectifs de santé, d'isolement social, de dépression, de maladie. Et c'est à l'aune de ça qu'il faut, à mon avis, initier des politiques publiques et pas seulement en tant que gestionnaire, parce qu'on voit où on en est là aujourd'hui. Globalement, on en parlera tout à l'heure sur le grand âge. Moi, je trouve que l'urgence qu'il y a aujourd'hui avec la difficulté de beaucoup de seniors chez eux, soit qui sont bloqués, soit qui chutent, soit qui vivent mal, globalement, je pense que c'est à nouveau, c'est le modèle de société qu'on veut avoir. C'est comment on flèche certes, les budgets ne sont pas sans limite. Extensible. Comment on flèche illimité, mais comment on flèche les budgets qui sont existants, parce qu'il y a des budgets existants et il y a des budgets existants, et puis peut-être qu'il faudra décider de d'autres budgets. Comment on les flèche pour faire en sorte que globalement, dans une société solidaire, on s'occupe bien du vieillissement et qu'on regarde quel est le coût des chutes à domicile à la sécurité sociale, humainement, en qualité de vie après. Je crois que 50% des personnes qui chutent, globalement, des seniors qui chutent, sont obligés d'aller en maison de retraite derrière, avec les coûts des maisons de retraite, qui en plus ne vont pas se développer, en plus les gens ne veulent pas y aller. Enfin, c'est globalement qu'il faut… Aujourd'hui, on a une approche comptable, or il faudrait une approche beaucoup plus holistique et globale pour faire en sorte que peut-être qu'il faut avoir des critères divers et variés. Mais ayons cette discussion-là. Tu le dis très bien. Tu le dis très bien, Nadia. Non seulement on n'a pas une vision globale, mais en plus, quand on regarde, par exemple, la téléassistance, on le voit sous un prisme purement médico-social. Or, la téléassistance touche plein d'autres secteurs. Elle touche effectivement la santé, elle touche effectivement le social, elle touche le logement, elle touche la sécurité, donc le ministère de l'Intérieur. Elle touche aussi le travail. En fait, elle touche tous ces domaines. Et en fait, quand on se dit, ouais, mais bon, la téléassistance, qu'est-ce que ça permet de faire comme économie? Eh bien, on va regarder les frais de santé. Effectivement, c'est la chose que l'on voit tout de suite. Mais veut-on, et je ne dis pas sait-on, parce qu'on saurait le faire, mais veut-on mesurer les économies que ça génère sur les services de secours d'urgence, sur l'adaptabilité du logement, sur les conditions de travail des aides à domicile? Parce qu'on se rend compte, alors chez Filien, parce qu'on est aussi une filiale de l'ADMR, on se rend compte que la téléassistance peut des fois être utilisée parce qu'il y a eu un accident, non pas de la personne sécurisée, mais de l'aide à domicile. Mais là-dessus, vous avez raison tous les deux. Moi, là, je vous rejoins, sauf que ce n'est pas que la téléassistance. On dirait que grâce à la téléassistance, j'ai une vie merveilleuse. Non, ce n'est pas ça la réalité. Alors, Véronique, moi, je ne parle pas que de la téléassistance. C'est un petit peu plus compliqué, on est d'accord? Véronique, vous avez trouvé le slogan de la téléassistance. Prenez téléassistance pour avoir une vie. Merci, Véronique. Véronique, moi, je ne parle pas que de la téléassistance. Je parle globalement d'un certain nombre de services très holistiques qui doivent se mettre aujourd'hui en place au sein d'un domicile, au sein d'un logement, qui n'est pas forcément le domicile actuel, mais certainement un autre domicile. Et aujourd'hui, on a malheureusement, malgré des centaines d'heures, on n'a toujours pas cette vision et ce discours. Et je pense qu'on devra y passer et que sans y passer, on n'aura pas une belle qualité de vie à son domicile parce qu'on devrait y rester. Justement, Nadia, je vous arrête tous. Le deuxième sujet, la loi du grand âge. Nadia, toi qui parles de la loi du grand âge depuis tout à l'heure, qu'est-ce que ça changerait dans ton activité qui est une loi du grand âge? Dans ton activité pour toi et pour les seniors que tu rencontres, tu as t'expliqué ce que tu fais, qu'est-ce qu'une loi de grand âge concrètement changerait? Alors, la loi du grand âge, ce qu'elle changerait, moi, je ne sais pas ce qu'elle changerait pour notre activité à nous particulièrement, puisque on ne connaît pas encore ces dispositifs. Mais simplement, ce que
qu'est-ce que fait Silveratom? Donc, Silveratom, en fait, accompagne les seniors et les aidants. Donc, les seniors sont plus âgés, en prévention, en anticipation de vivre dans un bon logement pour accompagner son avancée en âge et sa perte de mobilité. Et ça passe pour nous pas par la fameuse adaptation de la salle de bain, qui n'est aujourd'hui pas la réponse ni pour les publics plus âgés de plus de 85 ans, ni pour les plus jeunes et encore moins pour les plus jeunes, à qui on ne peut pas parler à l'évidence d'aide technique, de déambulateurs et d'ergothérapeutes ou de plans GIR du département. Simplement, on peut leur parler de logements accessibles, de logements fonctionnels, de logements entourés de services de proximité pour continuer à bien vivre chez soi. Et pour éviter la maison de retraite, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on accompagne des clients et seniors, et c'est notre cas dans leur recherche de logement, quand on est sur le terrain et qu'on connaît les besoins d'usage et les besoins de projet de vie des seniors, l'idée, c'est ça. Je veux rester chez moi, dans un domicile. Alors, je repose ma question. Je reviens à la loi du grand âge. Je repose ma question. Pourquoi est-ce que tu veux une loi du grand âge? Tu as peut-être travaillé sur le sujet. Il faut une loi du grand âge, globalement. Et moi, je pense que l'habitat est le levier central pour faire en sorte, à l'évidence, et on parle de maintien à domicile. Alors moi, je n'aime pas du tout ce terme de maintien à domicile, parce que le maintien à domicile, ça fait penser un peu à une assignation à domicile, à un confinement à domicile. On a tous vu que ce n'est pas très sympathique. Moi, je n'aime pas beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi on parle de maintien à domicile? Parce que c'est ce qu'on fait, dans la grande majorité des cas, pour les seniors. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, vous restez chez eux, on vous met du service, on vous met de la téléassistance, on vous met du service à la personne, mais on ne vérifie pas, donc, quel est le projet de vie de la personne senior. Nadia, là, je pense qu'on s'égare. On va revenir au sujet. La loi du grand âge. Pourquoi est-ce qu'il faudrait une loi du grand âge? Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a des situations d'urgence. J'expliquais en quoi, pour moi, l'habitat est essentiel dans tous les dispositifs qui devront être mis en lumière par la loi grand âge. Et je ne suis pas certaine que ce soit le cas. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est l'habitat le plus important. Et quand on l'aura sacralisé, on pourra faire venir tous les services. Et que c'est comme ça qu'à mon sens, elle sera utile, cette loi grand âge. Alors, aujourd'hui, elle n'a pas lieu. Et pourquoi je pense que c'est regrettable qu'elle n'ait pas lieu? Parce que, d'abord, ça fait 3 fois qu'on la reporte. Ça commence un peu à bien faire. Je pensais que c'était une formidable opportunité pour un jeune président qui supportait la Startup Nation de aussi s'occuper de ses aînés, la façon dont la société s'occupait du vieillissement. Alors, pourquoi c'est regrettable? D'abord parce qu'il y a une situation d'urgence. On voit que la situation actuelle de beaucoup de seniors est difficile. Moi, je vois plein de clients seniors qui sont bloqués chez eux. Alors, effectivement, on fait du maintien à domicile. Ils sont bloqués chez eux parce qu'ils ne peuvent plus sortir, parce que leur immeuble est inaccessible. On leur a mis une salle de bain, mais leur immeuble est inaccessible. Donc, leur qualité de vie n'est pas bonne, parce qu'ils n'ont pas forcément les services de proximité qu'ils souhaitent, parce que peut-être qu'il n'y a pas de lien social, justement, du fait de cette inaccessibilité de l'immeuble et de la perte et de l'absence de services de proximité. Et donc, déjà, la situation aujourd'hui est difficile pour grand nombre de seniors dans leur logement. On le voit, on le constate tous. Les services à la personne et les acteurs de la téléassistance sont là aussi pour en témoigner. Ensuite, parce qu'on a déjà une explosion démographique qui arrive. Entre 2020 et 2030, les plus de 85 ans passent de 4 millions à 6 millions. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de chutes à domicile si on ne fait rien, plus de perte de lien social, plus d'isolement, plus de services hospitaliers, plus quoi, mais plus que des choses relativement négatives. Et puis ensuite, on sait que la société vieillit et qu'il y aura de plus en plus de seniors globalement dans la société, avec une part des seniors qui va augmenter. Et donc, qu'il n'y ait pas dans cette urgence-là de loi grand âge, je trouve ça très, très, très dommageable, Frédéric. Et puis, ce que ça indique, je finis sur ce que ça indique, Frédéric, ça indique qu'on n'a pas de vision globale de la société. On n'est pas dans une société qui anticipe, qui prévoit une bonne qualité de vie globalement pour la société, parce qu'il y a 15 millions de seniors, mais il y a 15 millions d'aidants, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Donc, ça commence à faire beaucoup de Français dont on s'occupe peu pour finir. Et puis ensuite, on se prive collectivement de faire énormément d'économies. Ne regardons pas que les coûts, regardons les économies à nouveau. Ne pas être dans une société avec une vision globale et préventive fait qu'on gaspille de l'argent sur des aspects qui sont plus ou moins efficaces et peu impactants,
alors qu'on pourrait faire énormément d'économies humainement et puis économiquement. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Pourquoi moi, je regrette qu'il n'y ait pas cette loi grand âge. Hervé, la loi du grand âge, telle qu'on l'imagine ou pas, ça change quelque chose dans ton secteur? C'est clair. Ça change quelque chose parce que, bon, alors, sans parler du report de la loi grand âge qui fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont mis en fragilité parce qu'ils espèrent la loi grand âge. La loi grand âge ne vient pas. Peut-être parce qu'ils ont un modèle économique qui est trop dépendant des aides publiques. Ils n'ont pas imaginé une offre de services qui soit suffisamment robuste et qui permette d'assurer leur pérennité. Moi, la loi grand âge à laquelle je rêve, c'est une loi qui sorte de la vision qu'on a aujourd'hui. Je trouve que l'État a une vision de la compensation qui est trop financière. Et en fait, on réfléchit à, OK, alors là, on va mettre une aide ici, tiens, là, on va mettre une subvention, là, mais je reprends un petit peu ce que disait Nadia dans cette vision globale. Et en fait, qu'est-ce que l'on veut pour les seniors en France? Parce que de toute façon, les inégalités, aujourd'hui, elles existent. Il y a des inégalités sociales du fait de la santé, du fait de la localisation géographique. Par exemple, sur la santé, on sait qu'on n'est pas soigné de la même manière partout. Et en particulier quand on est senior. Et donc, quand on est senior, on en parlait tout à l'heure, en plus, on est très souvent dans des situations d'isolement, isolement géographique, isolement social, éloignement de la santé. Et moi, la loi grand âge à laquelle je rêve, c'est une loi qui soit orientée sur le traitement des inégalités sociales et sur la solidarité. Et se dire vieillir à la maison, que quelle que soit la région dans laquelle j'habite, eh bien, j'ai la capacité à vivre tranquillement. Et tranquillement, ce n'est pas seulement en termes de sécurité, c'est parce que mon logement, il est bien adapté, parce que j'ai les services dont j'ai besoin. S'il m'arrive quelque chose, j'ai une offre de santé à proximité. Et la loi grand âge, en fait, elle devrait être l'occasion, on le disait aussi un petit peu tout à l'heure, de tous ces différents acteurs qui sont concernés par la vie des seniors à domicile. Eh bien, on se met autour d'une table et on réfléchit. Et de toute façon, on est tous porteurs d'un bout de cette vision globale. Mais on est calqué sur une organisation où chacun est dans son couloir, réfléchit à son domaine, alors que la vie à la maison, que ce soit pour les seniors comme pour tout le monde, d'ailleurs, est fait de multiples paramètres. Donc, en fait, pour toi, le du grand âge, c'est résorber les inégalités, essayer, et ensuite, c'est un travail plus collectif, à travailler les différents acteurs ensemble. Exactement. Véronique, toi, le du grand âge, pas le grand âge. Chouette, il n'y a pas de loi grand âge, super. Du coup, on va pouvoir continuer à faire des pilotes, des expérimentations, des projets, de l'innovation dans tous les sens, c'est formidable. Et on a des budgets pour ça. Ouais, chouette. Tester, j'ai provoqué, tester par Tesla. Et je change de casquette. Oh zut, il n'y a pas de loi grand âge. Quand même, ce serait bien qu'à un moment donné, on fasse converger nos expérimentations et nos pilotes vers des modèles partagés, communs, qu'on évite de faire plusieurs fois la même chose, qu'on ait, des travaux sur les pas d'or les murs, sur la téléassistance articulée dans le cadre du plan d'aide, sur la prévention, comme on vient de l'évoquer, sur le décloisonnement, l'approche globale, sur l'articulation des financements ou des modèles économiques publics-privés qui enfin puissent être posés et partagés par tout le monde. Enfin, voilà, donc non, il faut une loi grand âge, c'est évident. Plus on recule et plus ça donne de la confusion et quelque part du bruit au sens où chacun va dans des directions un petit peu différentes. Donc, on perd de l'énergie, on perd beaucoup de budget. Là-dessus, on est riche quand même. On fait beaucoup d'expérimentations, on est très riche. Mais beaucoup n'aboutissent pas concrètement à les choses. Voilà, la loi grand âge, elle devrait nous aider à passer un cap. Tu as raison, Véronique. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire des expérimentations. Les solutions, elles existent. Il faut juste permettre qu'elles puissent se développer et se développer de manière large. C'est-à-dire arrêter aussi.
et là je fais un peu un appel, c'est que aller vers des solutions qui sont innovantes. Arrêtons de toujours passer par les mêmes acteurs financés, subventionnés, et ouvrons à des solutions qui ont fait leur preuve sur le terrain, qui sont certes pas des solutions de santé, mais qui sont des solutions qui apportent une utilité, une simplicité et, une qualité de vie aux seniors à leur domicile et dans leur habitat. Et il faut ouvrir le champ des possibles, là aussi, dans les acteurs, je disais, privés, publics, et pas que des acteurs concernant le domicile, pas que des acteurs de la santé, si c'est nécessaire. Ils ne peuvent pas être les seuls acteurs à parler du domicile, puisque le domicile, c'est avant tout l'habitat. Et l'habitat, c'est très large. Ce n'est pas que la santé. Et particulièrement si on veut être dans la prévention. Si on veut être dans la prévention, on est plus, ce que l'on fait, nous, chez Silveratom, on est plus sur mesurer l'habitabilité du logement que sur mesurer l'autonomie de la personne. Ça viendra plus tard. Mais si on veut être dans la prévention et dans l'anticipation, bah, il faut mettre au cœur, ce qui est l'évidentiel, l'habitat. Et donc, ne pas avoir peur d'aller vers des acteurs nouveaux, spécialisés, experts dans ce domaine-là. Ce qui est parfois le cas. Je vous vois sourire, mais où on reste un peu arc-bouté sur les opérateurs de santé. Et puisqu'on parle de loi, tiens, prenons un pari. Et si on faisait ce que dit la loi? Parce qu'il existe une loi depuis 2015, qui est la loi d'adaptation de la société au vieillissement, décembre 2015. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle dit pour l'habitat, pour le résidentiel? Elle met en avant, par exemple, les résidences autonomie. Et il y a un article dans la loi ASV qui dit bien les résidences autonomie doivent équiper leur logement de téléassistance de façon à assurer, alors d'ailleurs elle le dit la loi, la sécurité, les services, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant pour une personne qui vit dans une résidence autonomie, c'est qu'elle peut aussi avoir accès à des services de restauration, à des services de blanchisserie, à des services d'animation. Et la loi ASV, en 2015, disait dans les résidences autonomie, eh bien, il doit y avoir la téléassistance. Eh bien, là, quand je parle avec les autres téléassisteurs, combien de résidences autonomie ne sont pas encore équipées en téléassistance? Et on est capable de voir la différence aussi de qualité de vie des seniors qui sont dans des résidences qui sont équipées et des seniors qui sont dans des résidences qui ne sont pas équipées. En conclusion, sur les résidences autonomie, est-ce que vous savez par exemple que quand vous êtes en perte d'autonomie, vous devez partir de ces résidences autonomie? C'est aussi très paradoxal. Et pourquoi j'avais proposé au début de la loi Grand Âge, à ce que ces résidences autonomie deviennent aussi des résidences intergénérationnelles pour faire évoluer. Il y a plein de choses, mais non, on est resté dans le cadre de la résidence autonomie avec des personnes âgées, etc. On pourrait faire évoluer très très largement tous ces dispositifs qui sont parfaits, qui ont été parfaits à un moment donné et qui aujourd'hui doivent évoluer parce que la société évolue et parce qu'il faut trouver plein de solutions efficaces et utiles. Moi, je trouve que le problème de la loi du grand âge, qu'il y ait loi ou qu'il n'y ait pas de loi, c'est le problème, c'est qu'ils ne sont pas clairs. On n'est pas clair en disant il n'y en a pas une, il y en a une, il y en a une, on verra, oui, il y en a une, puis après, il n'y en a pas une. Donc, en fait, les acteurs ne savent pas sur quel pied danser. C'est exactement ce que tu disais, je pense, Hervé, ça fragilise certains acteurs parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Alors que nous, moi j'avais l'information depuis pas mal de mois en fait qu'il n'y aurait pas de loi du grand âge. Et je commençais à avoir des posts sans arrêt partout en espérant la loi du grand âge. Alors qu'on savait en fait, dans les hautes sphères, entre guillemets, j'en fais pas partie, mais on savait dans les hautes sphères qu'il n'y aurait pas de loi du grand âge. On le savait depuis au moins un an qu'il n'y aurait pas. Le problème, c'est que quand on ne le dit pas, les acteurs, en fait, ils disent tiens, il va y avoir une loi du grand âge, tiens, on va avoir 25 € pour faire un service, 30 €. Au final, il n'y a rien. Certains se sont endormis en attendant et ils subissent les conséquences derrière. Ça, c'était abordé dans le premier débrief, le précédent débrief. Il faut regarder ce sujet-là, que le manque de lisibilité sur l'âge du grand âge entraîne une fragilité des acteurs de la silver economy.
Ouais, mais après, il ne faut pas non plus compter que sur la loi pour trouver des sous, hein, Voilà. sinon on ne s'en sort pas, quoi. Je veux dire, Voilà. ouais, non, ça ne va pas forcément. Bah, écoute, par contre, qu'au niveau même des collectivités territoriales, quand on dit qu'il y a des bouquets de services à mettre en place, qu'il y a des services à apporter, et c'est là où il y a, moi je trouve, c'est peut-être aussi le dernier sujet, si tu nous demandais si on voulait se parler d'autre chose, Oui. le sujet d'actualité, c'est un peu les care managers. Je trouve ça vachement intéressant. Ça sera le parti pris, la deuxième partie de l'émission. Ouais, c'est ça. Mais justement, ça fait aussi partie de la loi Grand Âge, cette notion-là, qui est ou qui n'est pas définie, pas définie. On rejoint ce qu'on a dit avec la téléassistance. Est-ce que c'est un métier futur d'une téléassistance? Est-ce que c'est forcément en présentiel? Est-ce qu'il y a du distanciel? Et du coup, là, on voit qu'il y a des modèles qui sont en train d'émerger. Et si la loi Grand Âge nous aide mais c'est à nous à faire remonter au ministère ce genre de choses, hein, à poser des cadres de modèles vers lesquels on converge. Je reviens sur la convergence, parce qu'aujourd'hui, on gaspille quand même beaucoup d'argent à ne pas savoir vers où on va. Et du coup, on est moins efficace, quoi, fondamentalement. Et après, c'est tellement compliqué, et tout le monde l'a dit, qu'on veut être global, holistique, transversal, décloisonné, que la loi Grand Âge, elle n'a pas encore assez de maturité, assez de compétences pour pouvoir peut-être avoir cette approche globale. Quand on bosse avec un ministère, c'est quand même vachement intéressant, hein, on est tous dans des groupes de travail des ministères. Dès qu'on touche à un sujet, ah ben non, ça c'est pas mon périmètre, je vais pas pouvoir. Bah si, c'est important. Et donc on parle des systèmes d'information, on parle des services, on parle de la prévention, on parle de l'accompagnement. Et en fait, tout ça, ce sont des briques. Et même les ministères entre eux ont du mal, de toute manière, à être dans des approches complètement transversales, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il faut attendre d'être plus mûr pour sortir une loi qui tient la route, ou est-ce qu'il faut aller vite parce qu'on pense qu'il y a des modèles intéressants, mais ils ne sont pas assez éprouvés? C'est pas si simple, hein, non plus. Hein. Non, super, merci, on arrête là. On arrête, c'est 52 minutes, c'est fini. C'était le parti pris. Merci à tous les trois. Nadia, Véronique, Hervé, merci beaucoup. Prochain débrief dimanche prochain pour ceux qui regardent tous les débriefs à chaque fois. Merci beaucoup.